c'est l'humanité entière qui est en cause et sa survie, dans ce que j'ai lu des rapports des hommes de science depuis 7 ans. Voilà, c'est le commentaire que je veux faire et je souhaite, je rêve qu'il se fasse comme un buzz, comme je partageais avec un ami le commentaire, un buzz comme il s'est fait dans les universités dans les 2 dernières années au Québec, mais que ça se fasse au niveau mondial pour affronter, contrer, rejeter les forces du mal qu'incarnent les pétrolières. Les pétrolières qui dominent mondialement les esprits, conditionnent les mentalités depuis 100 ans. Alors, c'est elles, les pétrolières. Il y a les compagnies d'aviation et tout le bazar. Tout le bazar qui incite à rester dépendant du pétrole, rester dépendant de tout ce qui émet des gaz à effet de serre. Ah, c'est sérieux. Je fais deux petits cartons avant de venir. J'aurais aimé faire un PowerPoint, mais je fais. Imaginez là sur l'écran. Bon, j'ai pris ça dans le devoir, c'est tout récent. Imaginez le chiffre 9.7 sur l'écran. Alors, c'est 9.7, c'est le nombre de milliards de tonnes de CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère en 2012. C'est presque 4 tonnes de plus qu'en 2006. C'est là, à ce moment-là, en 2006, que j'ai commencé à être informé sur le sujet. Et en 2006, les rapports scientifiques, les hommes de science qui calculent, alors c'est des hommes, vous avez fait un peu de physique, j'imagine, vous êtes capable de comprendre que la matière dans l'univers apparaît sous forme solide, liquide ou gazeux. Alors le pétrole qu'on prend dans la planète, on le fait passer par les moteurs, et on l'envoie en gaz dans l'atmosphère, ce qui provoque comme une pellicule autour de la Terre, qui fait que la Terre conserve de plus en plus la chaleur qu'elle reçoit. Alors, l'augmentation en degrés centigrades depuis 1950, c'est d'être 1,3 degrés. Et il est calculé qu'arrivé à 2 degrés de plus, eh bien, le méthane qui est dans les sols gelés de la planète, au sud et au nord, et le méthane qui est au fond des mers, et ça, c'est en quantité incalculable. Lui, lorsqu'on atteindra le 2 degrés et plus de réchauffement, lui, le méthane va s'élever, monter dans l'atmosphère, et lui, il est 23 fois plus effet de serre que les gaz carboniques qu'on envoie déjà. Et à ce moment-là, on dit... Alors, enfin, le message est donné. Je souhaite que... ce que je vois que la jeunesse, avec son habileté avec les réseaux sociaux, soit capable de mettre un frein. On demande de réduire de 3. C'est-à-dire qu'il faudrait descendre à 3 milliards d'effets d'émissions au lieu d'être rendu à 9 milliards. On dit que dans 10 ans, dans 7 ans, il va y avoir 2 fois plus d'avions autour de la Terre à tous les matins. Alors, il y a vraiment un gros frein à faire. Bon, merci beaucoup. En tant que porte-parole, je voulais juste vous dire, monsieur, qu'ici au Sommet des jeunes, je voulais dire à tout le monde, les jeunes se mobilisent pour leur avenir. Nous, les jeunes, on est les jeunes, on est les maîtres de notre avenir, et justement, l'environnement nous tient à cœur parce qu'on va vivre dans notre environnement, dans l'avenir. Alors, inquiétez-vous pas, monsieur, nous avons plusieurs activités et ateliers qui touchent... moi, le sujet, je voudrais m'adresser peut-être à Émilie Guimont, Bélanger. Pas Bélanger, ouais, c'est ça? On a tous des noms qui sont très longs.
Oui, vous avez parlé d'action politique partisane, que l'action politique partisane ne nous limitait pas à la participation des mouvements citoyens. Moi, je voudrais savoir, parce que moi, je veux militer dans ma vie, puis je voudrais m'impliquer aussi pour pouvoir influencer certaines décisions, que ce soit communautaire, sociale ou politique, peut-être plus tard. Je voulais savoir de vos expériences, peut-être à vous trois, lorsque vous avez commencé quand même jeune, moi-même j'ai 19 ans aussi. Est-ce que vous étiez nécessairement partisan déjà d'un parti au départ ou en tant que militant, parce que je sais que plusieurs militants justement n'appuient pas nécessairement ou ne suivent pas aucun parti. C'est ça, je voudrais savoir si vous, lorsque vous avez commencé en tant que militant, vous étiez partisan d'un certain parti. J'ai juste une femme. Pour le commentaire, c'est pour dire que j'aimerais ça qu'il y ait moins d'argent de prix sur les payes pendant le travail qui sont donnés pour payer des retraites. Moi, personnellement, je ne veux pas prendre de retraite plus tard, donc ça ne me reviendra jamais. Je veux juste comme qu'il y ait moins d'argent de prix. C'est ça, pour la retraite ou pour payer des gros salaires à des jobs qui ne servent pas à grand-chose. Puis j'ai juste un commentaire pour l'Autochtone. C'est comme une façon de dire que les Blancs sont fâchés, ça serait la colère blanche. La question concerne surtout les Amérindiens, de savoir s'il y avait une piste de solution sur ce qu'on pourrait appeler le problème amérindien. Malheureusement, les Amérindiens, avec la loi des Indiens, ont un statut de non-personne. Et même quand ils arrivent à se débarrasser en sortant des réserves, en faisant les villes, en refaisant leur statut, sont considérés comme minorité visible par la loi. Donc, est-ce que c'est bien de les stigmatiser dans un groupe ou non? Est-ce qu'il y a une piste de solution par rapport à ça qui est étudiée par un autre moment? Vous pouvez y aller pour une réponse, on a plus d'autres questions. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de compassion et de vouloir que la situation des Premières Nations s'améliore. Le problème indien, comme on dit, c'était le problème que nous, on était pour les non-autochtones à l'époque, en 1800 et les poussières, quand la traite des fourrures a fini. À l'époque, on était des alliés. À un moment donné, on ne servait plus à grand-chose, donc on a devenu le problème indien. Parce qu'on était distincts dans notre langue, dans les traités, dans les ententes qu'on avait signés avec les gens. Donc, comment on fait pour régler ce problème-là? Eh bien, on va l'inclure dans la société canadienne, on va en faire des bons Canadiens. Et l'idée, c'était vraiment de tuer l'Indien pour sauver l'homme. C'est pour ça qu'il y a eu des écoles résidentielles, c'est pour ça que la loi sur les Indiens a été créée. Aujourd'hui, la loi sur les Indiens existe encore. Mais il y a des distinctions qui sont faites, parce qu'au cours des années, quand tu étais autochtone, si tu allais à l'université, tu perdais ton identité autochtone, indienne, excusez-moi, ton statut indien. Quand tu occupais une fonction publique, tu n'étais plus un Indien. Si une femme autochtone mariée à un homme blanc, elle devenait une blanche. Si une femme blanche mariée à un Indien, elle devenait une Indienne. C'était un peu la théorie de mettre de la crème dans le café. C'était que dans une tasse, quand tu mets un petit peu de crème, ça allège le café, il est moins fort. Alors que nous autres, on était plutôt la goutte de café dans le gros pot de crème si jamais on sortait de la communauté. Donc, c'était une manière de pouvoir tranquillement assimiler. Et ça n'était pas assez rapide parce qu'ils pensaient qu'on voudrait aller dans les universités, ils pensaient qu'on voudrait occuper des fonctions publiques, que le mariage, ça irait plus vite. Mais non, parce que justement, on était très distincts par notre langue, par notre histoire personnelle, puis par notre identité. Donc, en fait, c'est des écoles résidentielles qui étaient dans le fond de forcer à travers le Canada, ça marchait aux États-Unis, puis en Australie aussi, d'amener les enfants, de les forcer à apprendre la langue, à
à apprendre la culture et ont été séparés de leurs parents. Les parents n'avaient pas le droit de contester ça, sinon ils allaient en prison. Donc, des générations complètes d'enfants qui ont été qui ont fait face à des abus sexuels, diffusés, de l'abus psychologique, pour pouvoir justement créer cette société qui va être incluse dans la plus grande société. Alors là, on est en 2013, presque 2014, et les réserves existent encore, la loi sur les Indiens existe encore. C'est parce que présentement, c'est encore une des dernières lois avec l'article 35 de la Constitution qui reconnaît que nous, les Premières Nations, on est un peuple à part, on est un peuple distinct. Oui, on voudrait que la loi sur les Indiens parte, mais on veut que ce soit autre chose. On ne veut pas se faire... Je veux dire, présentement, cette loi-là, c'est quand même notre structure politique, comme j'ai dit tantôt, fédérale, provinciale, municipale. Donc, si tu enlèves ça, c'est comme si du jour au lendemain, tu enlevais aux Québécois leur gouvernement fédéral, provincial, municipal, puis tu leur dis « OK, bonne chance ». Ça serait aussi dévastateur. Donc, nous, on veut retrouver ça, mais là, comment tu fais quand tu es un peuple qui a été blessé, qui a énormément de problèmes de pauvreté, qui n'a pas accès à ses ressources de façon libre et de pouvoir en disposer? C'est ça, on veut faire cette transition-là, mais sans justement être absorbé dans la grande majorité. On veut garder notre distinction. Je pense que c'est pour ça aussi qu'au Québec, on a eu tellement un appui des Québécois, parce qu'eux autres même reconnaissent leur besoin d'avoir un respect de leur culture et de leur distinction à travers la grande majorité anglophone. Donc, c'est sûr que présentement, c'est pas évident, qu'on est au début, comme on a dit, de pouvoir commencer à réparer ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est plus qu'en enlevant la loi sur les Indiens, c'est en commençant à discuter, puis en commençant aussi à demander pour que les Premières Nations aient une forme de représentation politique qui n'est pas seulement un regroupement de chefs, mais qui est vraiment qui a un poids politique d'égal à égal avec le provincial et le fédéral. Mais ça, c'est comme on dit, on est en train d'installer les fondations. Bientôt, ça va être le temps de mettre les murs. Puis à un moment donné, on va pouvoir mettre le toit, puis tout le monde va pouvoir vivre dedans. Je commencerai par répondre à la question qui concernait l'action politique partisane. Donc, en fait, je pense que, en tout cas, pour moi, mon militantisme en politique active au sens partisan est définitivement venu après le militantisme que j'ai vécu donc dans des mouvements sociaux, mais donc au départ, quand je suis arrivée au cégep, je me suis engagée dans mon association étudiante. J'ai découvert différentes associations pour le respect de l'environnement dans lesquelles je me suis impliquée, Greenpeace, etc. Donc j'ai fait plusieurs différents groupes dans lesquels je me suis engagée pour, je dirais, trouver un peu c'était quoi ma personnalité politique. Parce que c'est difficile de savoir vraiment c'est quoi nos idées politiques d'un point de vue un peu théorique comme ça quand on les regarde sans avoir vécu à l'intérieur d'organisations qui ont des valeurs, qui ont des revendications pour voir avec quoi est-ce qu'on est en accord, avec quoi est-ce qu'on est en désaccord, pour se questionner soi-même, pour savoir qu'est-ce qu'on voudrait améliorer dans la société. Fait que j'ai quand même l'impression que c'est un passage qui est super intéressant à faire avant de faire le saut en politique partisane. Tu vois, dans ma famille, la majorité des personnes qui sont les plus proches de moi sont des gens qui ont milité très, très activement au Parti québécois. Mais tu sais, vraiment très, très activement, de manière, pendant plusieurs années, tout ça. Donc, si j'avais pris un peu un récit facile, j'aurais simplement fait comme mes parents ont fait, comme mes grands-parents ont fait, ou, tu sais, comme les gens autour de moi m'incitaient à faire, donc pour les mêmes partis politiques. Puis dans ce temps-là, on n'apprend pas à découvrir puis à se questionner puis à avoir un esprit critique sur les partis qui sont existants. Donc, moi, j'ai l'impression que ce passage-là à travers différentes associations m'a permis de découvrir c'était quoi mes idées politiques, puis par la suite vraiment de m'engager en sachant que ce que je faisais, c'est vraiment ce en quoi je croyais, que je ne le faisais pas pour être avec d'autres personnes, pour faire plaisir à d'autres personnes, mais que c'était vraiment ça qui était là pour moi. Maintenant, sur la question qui a été posée concernant les retraites, c'est sûr que, en tout cas, moi, je ne partagerais pas ce point de vue-là. Je ne serais pas nécessairement d'accord avec l'idée qu'on tente, par exemple, de revenir en arrière sur différentes avancées qui ont été faites par les mouvements syndicaux pour notamment assurer une retraite décente aux travailleurs et travailleuses.
C'est sûr qu'il y a quelque chose qui appartient un peu à un concept de cohabitation en société lorsqu'on décide collectivement que tout le monde de son chèque de paye est retiré, par exemple, un certain montant pour la retraite collective, donc qui appartient à tout le monde, que même si soi-même on n'en bénéficie pas, ça va appartenir à des gens dans notre société qui vont pouvoir en bénéficier, qui en avaient besoin. De la même façon qu'on paye pour l'assurance parentale alors que plusieurs personnes n'auront jamais d'enfants, mais par contre cotisent quand même pour que les personnes qui vont décider d'en avoir puissent avoir un congé parental. Donc j'ai l'impression qu'en fait ça relève, selon moi, davantage d'un gain dans notre société qu'on se soit donné ces mécanismes-là collectifs pour répondre aux différents besoins de la population, que ce soit les retraites, les congés parentaux, que ce soit même les services publics, l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, que ces services-là, en fait, soient disponibles pour les personnes pour qu'on puisse collectivement revivre et puis ensemble assurer une certaine justice sociale le plus possible qui tend à réduire les inégalités sociales. Donc si, en fait, on décidait par exemple que pour la retraite, c'est chacun pour soi, ce qui est malheureusement un peu en train de se passer pour l'instant avec nos retraites, ben c'est qu'en fait, ça va dépendre des personnes qui ont le plus d'argent, qui vont être capables de mettre le plus d'argent de côté pendant qu'ils travaillent, qui par la suite vont être davantage riches à leur retraite. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, les personnes qui auront eu moins de sous pendant leur vie, alors qu'ils vont être sur le marché du travail, vont avoir également moins de sous lors de leur retraite, voire même devoir vivre avec des montants qui sont insuffisants pour vivre décemment. Donc, je pense que ce serait, en tout cas, c'est une idée avec laquelle moi, je suis malheureusement pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Émilie a dit. Je rajouterais juste une question. Monsieur, vous avez dit que vous ne vouliez pas prendre de retraite, ce qui est un choix personnel qui peut être très respectable. Ça, c'est votre intention. Cela dit, peut-être qu'un jour ou l'autre, ou même tantôt, en sortant du collège génétique, quand vous avez un accident involontaire, genre ça fait frapper par une voiture. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin de services publics comme le service de santé pour vous soigner. Et puis si vous restez invalide après coup, et par exemple vous ne pouvez plus travailler parce que vous êtes handicapé, vous allez avoir besoin d'une allocation gouvernementale pour vivre. Si vous ne voulez pas finir dans la rue, vous allez avoir besoin d'indemnité de la part de la Société d'assurance automobile du Québec, par exemple. Donc ça, il faut comprendre que la raison pour laquelle on a décidé d'instaurer ces systèmes de cotisation-là, comme les retraites, comme les assurances automobiles collectives, comme l'assurance parentale, c'est pour socialiser, donc pour mettre en commun les risques qui sont inhérents à la vie en société. Si on prend l'exemple de l'automobile, c'est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la Société d'assurance automobile du Québec? Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une voiture, il y a des risques. Tu dois avoir un accident. Avant cette décision-là, de mettre en commun ce risque-là, c'est chaque individu qui doit supporter le risque. Donc, si vous avez un accident de voiture et que vous perdez vos deux jambes, ben, c'est votre problème. Et puis, arrangez-vous pour poursuivre l'autre si vous voulez de l'argent, en espérant qu'il y en a assez pour vous rembourser. Et sinon, vous êtes devant rien. Donc, quand on a créé la Société d'assurance automobile du Québec, c'est pour dire on a tous un risque en conduisant une voiture. On va faire supporter ce risque-là, pas par les individus, mais par la société. Et à ce moment-là, quand quelqu'un aura un accident, collectivement, on va l'aider. Peut-être que ça ne nous arrivera jamais, on l'espère. Mais si ça nous arrive, les autres sont là pour nous aider. Le concept de la retraite, c'est la même chose. Le concept du système de santé, c'est la même chose. C'est de prendre les risques qui sont inhérents à la vie en société, puis de dire qu'on va les supporter collectivement. Et puis, on est bien content quand on n'en profite pas. Je dirais qu'on est encore plus content quand on en profite. Je peux rajouter quelque chose. Moi aussi, la retraite, ça fait activer les idées, mais moi, je tiens encore un point de vue autochtone. C'est qu'en tant que tel, chez nous, les aînés sont quand même très actifs dans la communauté. Alors, moi, si on peut offrir une retraite à un aîné, je veux dire, c'est des aînés qui vont faire beaucoup de bénévolat. Et même chez les Québécois, énormément du bénévolat, du grand pourcentage du bénévolat qui est fait au Québec, c'est les aînés qui le donnent pendant leur retraite, parce que justement, eux autres aussi, ils veulent pas rien faire. Mais ça permet justement de libérer du temps que nous, on ne peut pas donner comme travailleurs, mais qu'eux, ils peuvent décider que, OK, j'ai cet argent-là qui rentre, maintenant, où est-ce que je vais le donner? Tu sais, c'est populaire, bénévolat pour des enfants. Moi, je pense que c'est une bonne manière en même temps de nous réenrichir,
Parce qu'après ça, ces personnes-là vont souvent en donner du temps, même si des fois, il y en a qui vont préférer aller en Floride. Ben, il y a tout le temps quand même beaucoup de temps bénévole qui est donné. Et chez Première Nation, nous autres, souvent, on n'a pas d'aînés à la retraite présentement parce qu'ils ont vécu dans le bois, donc ils n'ont pas de montant accumulé par le travail, mais ils sont encore actifs. Je pense qu'une des problématiques que j'ai vues, moi, beaucoup dans le Québec non autochtone, c'est l'isolement de nos aînés par rapport à la communauté québécoise. C'est terrible parce que, je veux dire, je vois des aînés qui meurent d'envie de participer activement, d'amener leurs connaissances, d'amener du temps, même s'ils ne peuvent pas être aussi actifs que des jeunes de 20 ans, ils veulent donner du temps. Et on les isole, on les met dans des maisons à part, on ne leur donne pas la chance justement d'amener tout ce qu'ils ont à donner. Et je pense que ça serait quasiment un des points de vue. Je pense que c'est ça que tu veux dire, c'est que tu veux être participatif dans ta vie tout le temps. C'est être participatif. Et je pense qu'il faut arrêter justement de voir les aînés comme, bon, ils ont donné leur temps, ils pognent leur retraite, maintenant on passe à la prochaine génération. Je pense qu'on perd justement des citoyens, du participant actif. Donc, ça, c'est juste moi, mon point de vue par rapport à ça. Juste mentionner qu'il reste 5 minutes, 5 à 10 minutes, donc on va prendre les 3 dernières interventions, puis par la suite, la soirée va être terminée. Oui, j'ai des mots-clés pour Gabriel Nadeau-Dubois sur lesquels je voudrais qu'il me dise quelque chose. J'ai le mot récupération politique. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça? Le mot répression des leaders, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur ça? Répression des leaders, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Sinon, aux 3 conférenciers, j'ai une question. D'abord, cette semaine, on a fait le Sommet des Jeunes pour qu'il coïncide avec la 14e édition de la Journée internationale de la jeunesse, qui a pour thème la migration des jeunes et le développement, comme encourager le développement durable et continu. Puis je voudrais savoir quels sont les moyens, parce que vous êtes des acteurs qui ont influé dernièrement dans les médias et tout ça pour mobiliser les jeunes surtout, quels sont les moyens que vous pensez que nous devrions prendre pour pouvoir faire comprendre, entre autres, faire comprendre à la jeunesse que c'est pas nécessairement un immigrant dans des grandes villes métropolitaines comme Montréal qu'on pourrait être capable de développer sa région natale. Ça, c'est ma première question. Puis ma deuxième question, dans le fond, qui s'adresse à tout le monde, c'est qu'est-ce que cela vous dit lorsque, admettons, nous, les jeunes du comité organisateur, on vous dit ce soir qu'on n'a pas senti de la part des députés ou bien des élus un appui ou une reconnaissance pour le projet que nous faisons qui est par et pour les jeunes, parce qu'on dit que la façon que c'est fait, elle cause dédoublement un peu à la stratégie gouvernementale, qui fait la même chose dans le fond que nous, mais sauf que la différence avec nous, c'est que nous, c'est des jeunes nous-mêmes qui faisons le projet et qui sommes au cœur du projet avec des jeunes étrangers. Alors, lorsque des jeunes s'impliquent, on ne reconnaît pas la démarche, mais lorsque c'est des instances gouvernementales du ministère, ça, par exemple, on encourage. Qu'est-ce que cela vous dit? Bonsoir. J'aimerais m'adresser à M. Gabriel Nadeau-Dubois. Une phrase que vous avez dit tantôt me turlupine l'esprit sur le fait que je dis grosso modo, je ne pourrais pas citer exactement, que les riches ont accès justement à la politique et les plus pauvres non. Et je me posais une question, est-ce que dans le monde entier, parce que là je pense que c'est pas à l'échelle canadienne, est-ce qu'on justement on ne baisse pas volontairement les salaires des gens, justement pour provoquer cette précarité économique, pour, comme il existait auparavant, il y avait une aliénation ouvrière, là on accède dans le temps à une aliénation qui est technologique, qui nous endort un peu, et justement, comme vous dites, pour ceux qui sont très pauvres, on va accumuler nos emplois, et c'est ce qu'on fait nous aussi jeunes.
Et du coup, c'est pour ça, je pense pas qu'on est apolitique, parce que la politique est justement dans notre quotidien, on est tout le temps touché. Et je pense que, justement, est-ce qu'on n'est pas le maillon faible? Faut-il comprendre par là qu'on n'est pas le maillon faible, en fait, du capitalisme? Pensez-vous vraiment que on est un peu pris au piège et au dépourvu, en fait, malgré soi? Alors voilà. En fait, ça va vraiment dans le même sens, alors ça va être plus facile pour vous de répondre brièvement, parce que je vois que j'ai moins de temps tantôt. En fait, ma question est née d'une inquiétude assez profonde. Et c'est revenu plusieurs moments sur le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour aller atteindre en fait les gens d'une classe moins intellectuelle, moins politisée, alors que les discours gagnent en crédibilité lorsque le discours est lui-même très intellectuel? On l'a vu au niveau syndical, même au niveau de la grève étudiante. Je te vise pas nécessairement toi, Gabriel, mais les discours étaient très intellectuels, puis le vocabulaire va avec. Les gens qui n'ont pas cette éducation-là ont du mal à suivre des fois. C'est des gens qui sont de convictions profondes, qui ont des valeurs très ancrées, qui veulent prendre part au débat. Ce qui a fonctionné d'ailleurs dans la mobilisation étudiante, c'était des gens de cœur qui étaient dans la rue. Mais gens qui perdent beaucoup là-dedans. Puis je trouve qu'on perd un gros bagage de gens qui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas comment les dire, ni comment prendre des informations, parce que on perd le fil. En fait, on écoute une grande conférence, puis on en retient peut-être 5%, 10%. C'est pas normal, puis ça va dans les livres, ça va dans les médias, c'est très intellectuel comme discours. Alors, comment revenir à la base de la politique pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se mobiliser eux-mêmes? Je sais pas si c'était très clair. Je veux dire qu'il nous reste... on vous donne un bon 5 minutes pour répondre à toutes ces questions. Bon. Commentaire sur deux idées. Récupération politique. Je ne sais pas si c'est une question qui est comme liée à la question de la grève étudiante, probablement. La récupération politique, c'est toujours un danger, ça nous guette tout le temps. Et puis, c'est arrivé dans l'histoire souvent. Dans le cas de grève étudiante, dans le cas de mobilisation étudiante, mais dans le cas aussi d'autres mobilisations. Pour parler plus spécifiquement par rapport à l'an dernier, je ne crois pas que ce soit arrivé. Et la principale raison pour laquelle c'est pas arrivé, c'est parce que le mouvement étudiant était démocratique. Le meilleur rempart contre la récupération politique, c'est avoir des mobilisations qui sont démocratiques, parce que c'est beaucoup plus facile de détourner un mouvement si on peut convaincre son chef, alors que quand il n'y a pas de chef et que c'est un mouvement qui est, disons, plus horizontal, plus démocratique, c'est excessivement difficile de récupérer un mouvement. Sur la répression des leaders, ça, c'est le lot des gens qui décident de prendre les devants, de se mettre sous les feux des projecteurs. Quand on veut décrédibiliser un groupe, quand on veut diaboliser un groupe, c'est sûr qu'on va s'attaquer à ces figures de proue. C'est arrivé, évidemment, lors de la grève étudiante. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut accepter lorsqu'on se met de l'avant. Je ne me suis jamais plaint de ce qui m'est arrivé, je ne le fais pas aujourd'hui, parce que ça fait partie des choses qu'on accepte quand on se met de l'avant. Les personnes qui nous forcent à être porte-parole, bien à se présenter pour un parti politique.
mais quand on le fait, il faut accepter que ça vient avec évidemment une forme de répression. Cela dit, la répression, les gens qui ont le plus vécu l'an dernier, c'est pas les leaders. Il ne faut pas se leurrer avec ça. C'est les gens qui étaient dans la rue, parce que c'est eux qui ont vécu le plus violemment la répression policière. On la voit moins, elle est moins dans les médias, mais elle est beaucoup plus violente, puis beaucoup plus traumatisante, plus marquante. Sur la question des salaires et de la participation politique, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une stratégie concertée en haut lieu pour faire diminuer les salaires? Je ne parlerai pas en ces termes-là. Cela dit, c'est sûr que les populations précaires, c'est des populations moins mobilisées, qui participent moins politiquement. Et c'est sûr que il y a une certaine élite politique et économique qui n'a pas avantage à ce que les gens s'impliquent davantage, et donc, par extension, pas avantage à ce que les gens aient un meilleur niveau de vie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de complot, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui sont très, très conscients de leurs intérêts, qui savent que s'ils veulent que les affaires roulent, puis que ce soit vraiment business as usual, ben, ils ont avantage à ce que les gens travaillent beaucoup, puis ne se posent pas de questions. Sur la question du discours, je vais laisser après je vais passer la parole à mes collègues. Sur la question du discours intellectuel et de notre capacité à rejoindre les gens, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut diviser peut-être la question en deux. Je pense qu'il y a une question à court terme, qui est de dire dans le contexte actuel de politisation, dans le contexte actuel d'éducation des gens, comment on leur parle pour aller vers le changement social. Et il y a une question à long terme qui est de dire comment on fait à long terme pour augmenter de manière générale le niveau du discours, le niveau d'éducation. À court terme, c'est excessivement important de savoir à qui on s'adresse, d'essayer d'avoir un discours qui est rassembleur, et c'est pas facile, mais c'est un effort pour les militants et les militantes qui sont dans les médias ou qui font de la mobilisation dans la rue, dans les milieux de travail, sur les campus, dans les communautés, de toujours se rappeler d'avoir un discours rassembleur, d'utiliser des termes simples, pas pour infantiliser les gens, mais juste pour être compris, parler leur langage. Hein. Il y a 40% des gens au Québec qui sont analphabètes fonctionnels. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas les plus riches généralement. C'est les plus précaires, et ces gens-là, si on veut les mettre derrière nous, il faut être capable de leur parler, disons, de manière accessible, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège dans la dynamique de la vulgarisation. On se dira, on va se mettre à leur niveau. Je pense que ça, c'est le jeu que joue la droite, en prenant les gens pour des imbéciles, par exemple, dans des stations de radio le populiste, en essayant de descendre le niveau le plus bas possible en se disant on va aller jouer sur les émotions du monde. Je pense que si on est progressiste, c'est qu'on pense que l'intelligence, c'est quelque chose de partagé. Évidemment, ça prend des institutions pour que ces intelligences-là partagées se réalisent. Mais moi, si je suis quelqu'un de gauche, parce que je pense que l'intelligence politique, c'est quelque chose qui est partagé. Donc oui, il y a un effort à faire pour être compris. En même temps, il ne faut pas non plus penser que les gens sont imbéciles. Je pense qu'il faut avoir confiance en l'intelligence des gens. Et puis, ça, c'est à court terme. Et à long terme, ben, l'objectif, évidemment, c'est qu'on ait pu avoir ces débats-là. C'est pour ça que je me suis impliqué pour l'accessibilité à l'éducation. C'est parce que je pense que c'est excessivement important qu'on essaie de relever le niveau du débat politique de manière générale, dans les médias, mais aussi entre nous. Pour ça, ça prend un système d'éducation non seulement accessible, mais aussi de qualité, hein, ça on l'oublie souvent, qui donne aux gens des outils pour débattre politiquement, qui donne aux gens une culture politique générale. Et c'était le sens profond de mon engagement dans le mouvement étudiant. Je pense que ça démontre toute l'importance de ces luttes-là. Je commencerai avec la question qui concernait, parce qu'en tout cas, elle m'a interpellée aussi, quand on parlait tantôt du fait que c'était peut-être davantage les personnes plus riches qui avaient accès à la politique, à la politisation et tout ça. Je pense que j'irais même plus loin, en fait, dans la question qu'on se pose. J'ai l'impression même que c'est maintenant les personnes les plus riches et même les organisations économiques les plus riches qui maintenant sont celles qui contrôlent la politique. Parce que, en fait, dans le système économique dans lequel on vit, puis avec le type de démocratie dans lequel on travaille, ce qu'on réalise de plus en plus, c'est la perte d'indépendance des États, même s'ils sont indépendants avec une constitution. Ce qu'on réalise, c'est qu'au-dessus d'eux, il y a les intérêts économiques qui, de plus en plus, sont ceux qui dictent les politiques économiques, même au gouvernement. Donc, en fait,
elle est où la démocratie, puis elle est où le pouvoir citoyen lorsqu'on réalise qu'en fait, c'est définitivement les organisations économiques qui sont les plus puissantes mondialement, qui sont celles maintenant qui dictent les différentes tendances idéologiques qui vont être menées de l'avant par les différents gouvernements partout sur la planète. Donc, je pense que c'est putain, en tout cas, c'est un grave problème pour notre démocratie parce que ce qu'on réalise justement, c'est que finalement, le pouvoir citoyen là-dedans, où est-ce qu'il est, il est de plus en plus minimisé. Donc, quand on parle particulièrement des jeunes qui ne sont pas, à prime abord, les personnes qui ont le plus de pouvoir dans le système capitaliste, qui ne sont pas les personnes qui ont plus de pouvoir sur la scène politique, ni généralement sur la scène sociale. Donc, on demande finalement, c'est quoi le pouvoir de cette catégorie de personnes-là. Mais le pouvoir, d'après moi, il est entre vos mains, là. Il est là aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et ne serait-ce que d'être conscient que ces enjeux-là existent, puis que c'est dans cette mondialisation qu'on se met à se politiser, puis qu'on se met à agir, c'est tout un défi que de vouloir reprendre du pouvoir, mais je pense qu'il n'en tient qu'à nous que de le faire. On parlait également de voir comment est-ce qu'on pouvait atteindre les gens avec notre discours et puis comment les rejoindre sans que ce soit trop dans des termes qui soient intellectuels et qui soient déconnectés. Je vous dirais, une des choses moi, qui m'a beaucoup préoccupée lorsque j'étais en campagne électorale, c'est qu'on se trouve à aller à la rencontre d'énormément de personnes pour discuter de politique, pour aller cogner à la porte des gens pour leur demander s'ils ont réfléchi pour les prochaines élections et tout ça. Une des choses, moi, qui m'a le plus inquiétée, c'est que c'était assez simple de parler franchement et clairement avec les gens, mais moi, une des choses que je réalisais particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient d'un réflexe le fait simplement de redire ce qu'ils avaient entendu dans les médias, t'sais. Donc, simplement que de juste répéter ce qu'ils avaient lu le matin même pour dire non, mais de toute façon, les étudiants, ils exagèrent. Puis là, à Montréal, ils ont cassé une vitre là, de magasin, là, ça n'a comme plus d'allure, là, voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu te dis, mais il y a une cause derrière tout ça, il y a des enjeux politiques et sociaux et économiques qui sont tellement importants sur ce qui est en train de se passer avec le Québec, tu sais. Puis tu as envie de discuter avec eux. Puis ce qui, en tout cas pour moi, m'a interpellée plus particulièrement, c'était surtout la capacité des gens à avoir un esprit critique sur ce qu'ils sont en train de consommer comme médias aussi. C'est, d'après moi, une des choses qui, peut-être, est capable de faire le pont. J'ai pas nécessairement l'impression que le problème, c'est que le discours est peut-être trop intellectuel. C'est peut-être que ce que je trouve peut-être être le problème, c'est que parfois, les gens qui n'ont pas tous les outils d'esprit critique pour pouvoir recevoir tout plein d'informations d'un peu partout, puis l'analyser, la critiquer, et puis voir par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, encore une fois, on en revient à l'accès à l'éducation dans une situation comme ça. Évidemment, c'est un des éléments qui est le plus formateur pour permettre à des gens par la suite de se faire des idées par eux-mêmes et non pas simplement que d'aller dans le sens plus dominant nécessairement. Puis aussi, pour une autre question qui concernait l'événement dans lequel on est aujourd'hui, c'est sûr que les organisations qui ont tendance à fonctionner par et pour, dans ce cas-ci, par les jeunes, pour les jeunes, ça a généralement comme intérêt que c'est des organisations qui vont vraiment redonner du pouvoir aux gens qui ne sentent pas, qui sont en train de répondre aux exigences de ce que les autres leur demandent, mais qui sont en train de se demander eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont envie de monter comme mouvement, qu'est-ce qu'ils ont envie de revendiquer, qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre de l'avant comme type d'action. Et puis donc, à partir de ce moment-là, se sentir engagé dans ce qu'on décide collectivement, avec des gens qui nous ressemblent. Donc, je pense que la démarche que vous êtes en train de vivre à travers cet événement-là est définitivement positive, puis c'est définitivement une démarche qui permet d'apprendre énormément et de grandir. Donc, je ne me positionnerai pas nécessairement à savoir, en tout cas, sur qu'est-ce que le gouvernement dans une situation comme ça devrait faire ou n'aurait pas dû faire, là. Mais c'est plutôt que je pense que le type d'événement que vous organisez en ce moment, de la même façon que les organisations qui sont créées par la grève étudiante, par exemple, par et pour les jeunes, ont quelque chose qui redonne énormément de pouvoir, d'après moi, et qui vous permet vraiment d'avoir des horizons d'action qui sont vraiment pertinents. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais te dire merci pour vos questions et pour vos interventions, parce que je pense que là, c'est la clôture. Mais donc, merci beaucoup à vous de vos questions vraiment intéressantes. Ok, moi je vais le shooter vite d'abord. Dans l'idée justement de l'appauvrissement, je pense que c'est justement à l'encontre du gouvernement que ça pourrait se faire un appauvrissement. L'idée du vin et des jeux qui remonte à l'époque des Romains,
c'était vraiment de donner un calmant social. Et le calmant social, ben, c'est la classe moyenne. Je veux dire, si on a quelque chose à perdre, on ne se soulèvera pas, alors que si on a tout à perdre, justement, on va se lever. Souvent, je disais ça, c'est que les Premières Nations, on est souvent au bas de l'échelle alimentaire, donc on n'a plus rien à perdre. C'est pour ça qu'on va souvent se lever. Alors, je pense qu'eux, comme on voit en Chine présentement avec une grande montée de la classe moyenne, et c'est pour ça que le gouvernement va tellement à la recherche de moyens d'aller extraire les minéraux à l'extérieur, c'est pour garder cette classe-là et pour garder le peuple tranquille. Il nous faut notre Soma, excusez-moi, référence au meilleur des mondes. Alors, je pense que pour eux, c'est vraiment de nous garder tous à peu près au même niveau. C'est pas pour rien que, excusez-moi, mais le bien-être social est là pour donner le minimum à la population. Parce que si la population a faim et il manque de nourriture pour ses enfants, eh bien, il y a des rois et des reines qui perdent leur tête. Donc, je pense que c'est pas dans... Eux, ils veulent nous garder dans un bon niveau justement pour qu'on soit calme. Ça, c'est mon opinion personnelle de ça. Par rapport à ce qui est de l'éducation, pour pouvoir mobiliser les gens, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de personnes dans la population que leur plus grand désir, c'est de faire partie de la grande moyenne. C'est pas de se soulever, c'est pas d'aller à l'encontre, ils veulent suivre le grand groupe. C'est pour ça qu'on fait une société, qu'on n'est pas des tribus séparées en train de se battre les uns contre les autres. Il y a un désir d'association entre nous autres. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui, eux, vont entendre la majorité, ça va être leurs parents, les maudits étudiants. Et j'ai rencontré justement des jeunes qui m'ont dit « Ah, les étudiants, nanana ». Et aussitôt que j'ai opposé une opinion qu'ils n'avaient pas entendue, justement, il restait bête parce que c'était pas dans son habitude d'entendre quelqu'un opposer justement des idées. C'était d'aller dans le groupe, c'était positif. Alors, si nous, on réussit à changer des choses au niveau du gouvernement, et que ça devient la moyenne, alors là, peut-être que cette population-là va suivre, parce que ça leur apporte rien, ça apporte juste plus de justice. Donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a un groupe qui veut ça aussi, et qu'on est là pour eux aussi. Dans le fond, c'est comme on dit, on se bat pour plusieurs. Puis par rapport à l'éducation populaire, finalement, pour éduquer les gens, pour le langage, pour avoir été au cégep à l'université et avoir eu bien de la misère, parce que justement, je suis pas... comme on dit, je ne suis pas le crayon le plus brillant dans la boîte. Je me suis rendu compte aussi que c'était une question d'avoir des sujets qui m'intéressaient et de ne pas aller dans le système pour se bourrer de crâne pendant 3 mois, pendant une session, passer l'examen et puis tout oublier. J'ai décidé, à travers mon éducation, de prendre les cours qui me tentaient, au diable ceux qui ne me tentaient pas, et de vraiment apprendre ce que j'étais en train d'apprendre. Et c'est là que justement ça s'est réveillé. Donc, c'est de sortir un peu de cette idée-là d'avoir le papier. Ça, c'est souvent un débat que j'ai dans la famille, c'est moi, je ne vais pas pour le papier, je vais pour la connaissance qui est dedans. Ouais, mais le papier, je dis, qu'est-ce que tu te rappelles de tes cours? C'est ça. Il faut qu'on ait envie de s'éduquer aussi, il faut qu'on ait envie d'apprendre. Puis présenter des fois comme c'est parce qu'on a un système d'éducation qui est fixe pour tout le monde, ben ça ne donne pas envie à tout le monde de passer à travers. Alors, il ne faut pas non plus négliger l'éducation populaire, l'éducation de groupe, les éducations traditionnelles aussi qui viennent de nos aînés, qui viennent des autres pays aussi pour voir ce que nos collègues immigrants ont eu dans leur pays comme étant sous la barre canadienne. Non, c'est une autre manière de s'éduquer qui a autant sa valeur. Donc, ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir modifier ça. Et, juste pour oublier une chose, oui, le 1% est puissant, mais on a le pouvoir du nombre, donc on a le pouvoir du changement, parce que quand on prend la rue, le 1%, là, il est pas mal tout seul. Avec nous, 99, on est pas mal nombreux. Alors ça, j'ai jamais oublié ça. We are the 99%. Les participants et les participantes du Sommet des Jeunes 2013 à Montréal, ainsi que les membres du comité organisateur de l'événement tiennent à remercier particulièrement le Cégep à Hansik pour sa coopération et disponibilité tout au long du processus. Aussi, le Sommet des Jeunes 2013 a reçu le support de plusieurs partenaires du comité aviseur. Nous les remercions pour grande collaboration. Madame Annie Gauvin et Madame Sylvie Norris, directrice du groupement des organismes communautaires jeunesse autonome du Québec. Monsieur Nicolas Legault, directeur du regroupement des maisons de jeunes du Québec.
Monsieur Rémi Frasier, directeur du regroupement des auberges du cœur. Monsieur Martin Crépeau, coordinateur du Conseil jeunesse de Montréal. Monsieur Luc Godet, directeur de mise au jeu. Monsieur François Huot, professeur à l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Nous désirons également souligner la participation financière de Centraide du Grand Montréal, ainsi que Service Canada. Alors, nous souhaitons remercier également les supermarchés IGA. IGA, excusez-moi, je suis pas habitué. IGA, excusez-moi. Je suis pas habitué, moi aussi. Donc, nous souhaitons également remercier les centres de viande Yasenza. Et le café Van Hout. Nous souhaitons aussi remercier les partenaires financiers, la Fondation du Grand Montréal, la Ville de Montréal, le service de la qualité de vie, direction de la diversité sociale, Monsieur Bernard Drainville, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, gouvernement du Québec, député de Marie-Victorin, Parti québécois. La Banque nationale, Fondation André Grasset. Monsieur Scott McKay, adjoint parlementaire au ministre du Développement durable et environnement de la faune et des parcs, volet faune et parcs, député de Repentigny, Parti québécois. Madame Françoise David, porte-parole parlementaire, députée de Gouin, Québec solidaire. Alors oui, nous voudrons encore une fois remercier avec un grand applaudissement nos conférenciers. Nous voudrons aussi dire un grand merci, s'il vous plaît, avec un grand applaudissement pour le comité organisateur de la délégation française et du BCJ. Un grand bravo et un grand merci à tous nos bénévoles et aux volontaires. Un grand merci à tous les jeunes et à toutes les participantes du Sommet des Jeunes 2013. Alors, ainsi nous concluons et merci de vous être déplacés et d'avoir assisté à la conférence et surtout restez à l'affût, s'il vous plaît, de nos activités dans les médias, dans le site officiel, dans Facebook, dans Twitter et justement dans différents médias, nous passerons et on continuera à donner des nouvelles et le projet se continuera jusqu'en automne. Alors, ne perdez rien et restez avec nous et bon Sommet des Jeunes 2013.
Ceci conclut donc cette web diffusion de la conférence du Sommet des jeunes avec Idle No More et Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que Québec solidaire sur les ondes de 99media.org. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce soir. Soyez à l'attention de mon Facebook ou de mon Twitter afin de découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous et passez une excellente soirée.